c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Nina Bouraoui est romancière, algérienne par son père, bretonne par sa mère. L'enfance qui s'achève, l'amour qui s'égare, le désir qui fait perdre la raison sont au cœur du dernier livre de Nina Bouraoui, Satisfaction. La musique des Rolling Stones, Satisfaction, résonne lorsque le lecteur referme le livre. Véronique Cardy est directrice générale des éditions Jean-Claude Lattès. Aujourd'hui, Ce qui se lit, premier épisode de la saison 2, avec Nina Bouraoui et Véronique Cardy. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui l'édite. Et aujourd'hui, pour démarrer la deuxième saison de ces podcasts, une native de Rennes qui nous raconte un roman de la mélancolie, l'histoire d'une femme exilée qui n'est pas satisfaite de la vie qu'elle a et qui va consigner dans ses carnets la vie qui est la sienne, mais aussi ses tourments, ses fantasmes et peut-être sa folie en attendant que quelque chose enfin intervienne dans sa vie. Cette femme, c'est vous qui la racontez, Nina Bouraoui. Bonjour. Bonjour. C'est sous le titre Satisfaction, donc on peut la retrouver, votre roman paru aux éditions Jean-Claude Lattès, 4e roman paru chez cette maison d'édition pour vos 30 ans d'activité, d'écriture. Oui, déjà. Ça passe vite. Voilà. Vous y racontez donc Michel Acli à travers ses carnets qui nous permettent d'accéder à son monde intérieur, un roman qui fait suite à Otage, qui était déjà un monologue, mais cette fois-ci pour le théâtre. Deux romans pour vous qui se suivent par hasard ou pas par hasard en raison justement de ces pensées intérieures et ces monologues? Alors étrangement, pas par hasard, parce que l'intemporalité est différente, puisque Otage a été écrit fin 2014 pour une pièce de théâtre pour le Paris des femmes, qui a été jouée début 2015. Et Otage a une histoire assez mystérieuse, parce que la pièce de théâtre s'est transformée en récit. J'ai dû l'agrandir, réécrire, et le livre est resté chez Lattès dans un tiroir. Il attendait certainement son heure, et c'est en fait, c'est tout simplement Véronique, quand elle est arrivée ici, Véronique Cardy a trouvé ce livre et on a décidé de le publier. Il a eu le chemin qu'il connaissait. Donc finalement, entre Otage et Satisfaction, il y a eu Tous les hommes désirent naturellement savoir. Mais c'est vrai que je suis assez hantée, fascinée par ces femmes qui ont renoncé à leur destin, par ces femmes qui sont enfermées de l'intérieur, par ces femmes qui sont soit des proies ou soit des victimes. Michel Acli, elle est victime de quelque chose aussi qui la dépasse, peut-être victime de la guerre d'Algérie qui vient de s'achever. En fait, elle s'achève en 62. Oui, parce qu'elle vous insistez là-dessus, effectivement, elle fait le chemin inverse des Français. Elle vient s'installer en Algérie parce que son mari est algérien, ils vont avoir un enfant là-bas, mais on est effectivement au moment où les Français font plutôt le chemin inverse. Oui, voilà, elle fait partie de ces rares Françaises, comme ma mère fait partie de ces rares françaises, même si Michel Acli est totalement aux antipodes de ma mère. Mais on croise évidemment une partie de votre biographie, oui, des éléments biographiques. Exactement, parce que j'ai pris le décor que je connais bien, l'immeuble Shell, cette villa, ce jardin, toujours l'Algérie en décor, mais c'est un vrai roman. La fin des années 70, la mixité, ce rapport franco-algérien. Et puis aussi... pour moi, c'est très intéressant toujours de penser que la santé mentale d'un pays va aussi phagocyter la santé mentale de son peuple et des personnages de mon livre. Nous ne sommes pas libres, nous sommes aussi dépendants du territoire dans lequel nous habitons et de la politique qui est menée, et là aussi d'une guerre qui s'est achevée et d'une guerre religieuse et terrible qui se prépare. Qui est en toile de fond dans votre roman Satisfaction de Nina Bouraoui, c'est pas l'élément principal, mais on voit effectivement au début du roman, elle se demande est-ce qu'on n'est pas en train de la suivre en voiture, et puis on va interroger ses voisins pour savoir qui est cette femme française. Il y a des éléments comme ça qui arrivent de l'actualité et de ce climat où on s'interroge. En plus, cette femme qui s'intègre pas du tout à la communauté de ses voisins, elle a une géographie qui est assez dépeuplée en tous les cas. Comment est-ce que justement vous avez conçu cela, cette part de l'histoire qui est en toile de fond, donc du coup qui est transposable dans plein d'endroits différents? J'aimais bien l'idée de son jardin, en fait. Tout se passe sur les hauteurs d'Alger dans cette villa. Elle est au cœur de ce jardin, et plus les plantes poussent, plus les racines avancent, plus l'humidité prend, plus l'écorce jaillit, plus aussi les fleurs s'épanouissent, plus les pensées de Madame Acli deviennent folles, névrotiques, obsessionnelles. En plus, elle est aidée par l'alcool, elle boit chaque jour, mais aussi je pense que l'alcool pour elle est une sorte de libération de la pensée, où tout d'un coup il y a une espèce de tournis, de fantasme et de pensée
passé assez noir, assez obscur. Madame Acli est dure, elle est raciste, elle est homophobe, elle est aussi très loin de moi, mais c'était intéressant aussi de mettre en scène un personnage très ambigu et de raconter la part de mal qui sommeille certainement dans chacun d'entre nous, mais qui ne surgit pas comme elle surgit chez Madame Acli. Je crois que ces années 70, elles sont très importantes en Algérie et peu de gens les connaissent parce qu'elles annoncent en fait la décennie noire en 90. Mais tout se passe là parce qu'en fait, après 62, il y a une partie de la population qui se sent privée de sa victoire, qui se sent un peu trahie finalement, qui a donné son corps et il y a eu beaucoup de morts. C'était dans les deux camps, le camp français et le camp algérien. La guerre d'indépendance a été une guerre terrifiante, meurtrière, horrible, comme toutes les guerres, mais celle-là, franchement, très impactante, puisqu'on connaît les liens entre la France et l'Algérie, qui demeurent, qui perdurent. Et je crois que c'est un grand traumatisme entre les deux pays qui n'arrivent pas à se réparer, à se soigner. Il y a comme ça un groupe de Françaises qui rencontrent des Algériens, jeunes étudiants en France, qui se sont exilés à cause de la guerre, certainement, qui font leurs études en France, qui tombent amoureux, et ces Françaises qui rentrent au pays de leur mari et qui sont pleines d'illusions politiques, d'illusions patriotiques. Elles ont épousé un homme, mais elles épousent aussi un pays, et elles sont je pense, forgées, serrées d'un enthousiasme fou. On va reconstruire ce pays. Et finalement, c'est très vite la désillusion, parce qu'au lendemain de la guerre, l'organisation se fait, puis on en oublie certains. Et la colère va gronder, mais de façon sourde. Et souvent, les religieux sont souvent près de celui qui a besoin de se nourrir, qui a besoin de la couverture et de la galette, que le gouvernement ne regarde pas. Et c'est très facile pour eux de s'immiscer. Et en effet, il y a des milices qui commencent à traîner à la fin des années 70 dans ces quartiers assez chics et résidentiels sur les hauteurs d'Alger, quartiers d'Hydra, du Paradou, d'Elbia. Et savoir... chez ces mariages mixtes, est-ce qu'on fête Noël? Est-ce que les hommes, époux algériens, soit normalement musulmans, boivent de l'alcool? Ils sont parfois... alors parfois on pense que ce sont des traîtres parce qu'ils ont épousé des Françaises, parfois on pense que ce sont des espions, et donc il y a un climat comme ça lourd, aussi lourd que les plantes grasses et humides du jardin de Madame Acli. Donc en fait, je n'ai jamais séparé le territoire des pensées de Madame Acli, parce que je pense que nous sommes dépendants d'un écosystème, nous sommes dépendants d'une terre, et ô combien la terre algérienne est puissante. Et moi, j'ai été aussi dépendante de cette terre. J'ai eu des chocs esthétiques fous et extraordinaires grâce à Tipaza, grâce au Chenois, grâce au désert, grâce au Tassili. Mon œil d'écrivain est aussi un œil de photographe. Je crois que je restitue aussi des images avant d'écrire. Le genre que vous avez choisi, on l'a dit tout à l'heure, c'est le carnet, puisque ce sont différents carnets qu'elle va écrire à la fin des années 70, cette Michel Acli. Et vous revenez à plusieurs reprises sur son rapport à l'écriture. Elle dit « Je passe plus de temps à imaginer une vie au lieu de vivre la mienne », et elle passe peut-être plus de temps à écrire qu'à vivre. Quelle fonction elle accorde à l'écriture, qui parfois est là pour soigner, peut-être pour se débarrasser de la violence, et qui en même temps alimente sa boîte à fantasmes? Pour elle, c'était l'écriture, les carnets sont importants parce qu'on voit qu'elle a quand même une formation, qu'il y a quelque chose, un rapport avec la littérature et la poésie, même si ce n'est pas dit. Elle va devenir bibliothécaire au lycée français, elle a une formation d'institutrice. On sent que aussi enfant, les livres étaient importants sur tous ces atlas géographiques. Donc c'est quelqu'un qui est tellement emmurée que seule l'écriture pouvait justement la faire s'envoler de ce carcan. Et son écriture à elle, alors ce n'est pas du tout... moi, je ne donne pas cette fonction à l'écriture. Pour moi, l'écriture n'est pas une thérapie, n'est pas un médicament, absolument pas. C'est une façon de restituer le monde, et pour moi, en tous les cas, de construire un édifice livre après livre. Mais pour Madame Acli, c'est une façon d'ancrer les moments, d'ancrer les instants, d'essayer de comprendre son désir, d'essayer de comprendre sa violence, d'essayer aussi de formuler sa violence. Alors ce sont 7 carnets, comme les 7 péchés capitaux, et ce sont les saisons aussi qui sont racontées. Et je crois qu'aussi c'est une façon... cette Algérie des années 70, elle est très...
comment dirais-je, elle peut être comme transparente, irréelle, étrange. Ces femmes qui sont exilées, cette communauté souvent d'expatriés, j'en ai connu beaucoup, j'en ai connu en Algérie, j'en ai connu en Suisse, j'en ai connu dans les Émirats, et je les ai beaucoup regardées parce que moi j'avais un pied entre les deux, comme mon père était algérien, je fréquentais aussi des Algériens, mais quand même la communauté française en Algérie, je voyais qu'elle ne s'intégrait pas, et je voyais que son histoire était irréelle, même son histoire avec le pays, même son rapport au pays. Il y a une irréalité. Et les carnets de Madame Acli rendent réelle sa fougue, ses fantasmes sur ses amants un peu tortionnaires, brutaux, sales, sur le fantasme de Catherine, sur la haine qu'elle peut aussi éprouver pour Bruce, parce que c'est une femme cruelle, c'est une femme qui en veut à Bruce d'exister, parce qu'elle lui vole son fils, et que Bruce, comme ça, aussi présente un genre inconnu, et elle ne supporte pas. L'idée du genre, chez moi, est importante. Je ne dis pas que pour l'homosexualité, nous avons tout réglé, ce n'est pas vrai, mais en tous les cas, en Occident et en France, les droits des homosexuels sont protégés et commencent à être reconnus. Et quand je dis les homosexuels, je pourrais aussi parler des femmes. Et je pense que le prochain combat, ce sera sur ces enfants qui sont entre deux genres et qu'on n'a ni à mutiler, qu'on n'a ni à cataloguer, qu'on n'a ni à... Et c'était très... le personnage de Bruce, pour moi, est mystérieux et attachant. Et c'est aussi parce que, à l'intérieur de mes livres, mine de rien, quand même, à chaque fois, il y a la résistante en moi et l'engagée qui sommeille. Et puis, c'est pas un thème, le genre, qui est nouveau aussi chez vous dans votre littérature, mais je reviens quand même à l'écriture de cette Madame Acli. Est-ce qu'elle se laisse pas aussi embarquer par l'écriture? Parce que vraiment, enfin, j'ai dit tout à l'heure, ça alimente ses fantasmes, elle va très très loin. Et quelque chose de paradoxal, c'est quelqu'un qui vit dans un environnement finalement qui est assez doux, à part évidemment le contexte algérien de la fin des années 70, mais qui est pris de violence, qui aimerait même que son mari soit plus violent avec elle, qui a cette envie-là. Donc est-ce que ça ne la rend pas plus méchante qu'elle n'est, plus violente qu'elle n'est, plus irréelle qu'elle n'est? Oui, c'est l'histoire d'une immense frustration. Et les carnets sont les témoins. On pourrait dire que aussi les carnets disent ce qu'est la fonction d'écrire. Et bizarrement, moi, ça a été... j'ai écrit ce livre, mais j'ai commencé un journal intime, et qui est un journal... qui n'est pas, enfin ça fait déjà 2 ans, et qui est une sorte d'archive d'écrivain. Et c'est vrai que la construction de Satisfaction a été d'abord dans mon journal. Alors, le Satisfaction n'est pas du tout un journal, et les carnets quand même forment, je trouve, un récit et un roman, un vrai roman. Mais c'est vrai que la forme, c'était compliqué pour moi d'employer la première personne pour faire parler quand même une femme qui est à l'opposé de moi, qui est très dure, qui n'est pas féministe, qui est, je l'ai dit, homophobe, qui est raciste, qui est obsessionnelle, qui est alcoolique, qui a une violence. Mais je ne pouvais pas parler à la troisième personne, parce que c'est vrai que j'aime embrasser mes personnages. Pour moi, le jeu est multiple, et même si j'ai aussi fait l'autofiction, dans l'autofiction, mon jeu aussi était multiple, parce que il ne faut pas non plus se leurrer. Même si on fait de l'autofiction, on peut aussi beaucoup mentir. Et c'est vrai que les carnets, c'était idéal pour moi, parce qu'on entrait dans le secret. Il y a une intimité dans le carnet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très... il y a une proximité pour le lecteur. Lire le carnet de quelqu'un, c'est vraiment entrer dans son intimité, entrer dans sa folie. Et d'ailleurs, Madame Acli a toujours peur. Elle se dit, et si Brahim lisait mes carnets, et si mon fils lisait ses carnets, et elle dit, il n'y aurait que Bruce qui serait heureuse, parce qu'elle aurait été, ou il aurait été enfin reconnu. Alors dans ces podcasts, Nina Bouraoui, on s'intéresse également à la relation des autrices avec leur éditrice, ici avec Véronique Cardy, que nous entendrons dans la seconde partie. Comment vous travaillez avec elle? Qu'est-ce que vous, en tant qu'autrice, vous attendez de la personne qui vous édite? Du réconfort, ça c'est sûr. Les écrivains sont de grands enfants, et je trouve que Véronique sait le faire avec beaucoup de force et beaucoup de douceur. Et quand je dis la force, pour qu'on soit dans la confiance, c'est quelqu'un qui vous donne tout de suite, qui croit en vous. Et je trouve que moi, il y a quelque chose... Alors, c'est un défaut et à la fois une qualité. C'est vrai que chaque livre annule un autre livre. Je ne renie pas du tout mes livres, mais j'oublie que j'ai aussi... C'est le 18e livre, mais à chaque fois, c'est le premier livre que j'ai écrit. Et ma relation avec Véronique, elle est assez magique, parce que c'est elle qui a trouvé et révélé Otage. Et tout d'un coup, on a été comme ça porté par ce livre un peu miracle qui est sorti en janvier. Alors, évidemment, le pauvre, il a été arrêté dans sa course, et dans sa très belle course, parce que ça a été un beau succès par le premier confinement. Et puis pour Satisfaction, en fait,
Ce qui se passe, moi, lorsque j'écris, j'ai mon sujet 1 an avant, et pendant 1 an, ce sujet, je vais le porter, je vais le construire, je vais le dessiner dans mes blocs, dans mes notes, à l'intérieur de mon journal intime. Et l'écriture est en gestation, c'est-à-dire que le livre est là, j'ai tout, j'ai mes personnages, j'ai la lumière, j'ai la structure, j'ai l'architecture, j'ai le début, j'ai le milieu, j'ai la fin. Tout est là, le livre est là, et c'est là le talent d'une éditrice, c'est de faire confiance à son écrivain, parce que les semaines passent, mais il n'y a pas d'écriture. L'écriture ne s'est pas encore révélée. Et mon écriture, on pourrait la comparer justement au cliché Polaroid de Madame Ackley, c'est-à-dire que quand on fait un cliché Polaroid, les couleurs apparaissent tout doucement, étrangement, avant qu'on ait tout d'un coup les reliefs, les lignes très très précises. Alors moi, mon temps d'écriture, mon temps de gestation dure à peu près 10 mois, où moi je dois être rassurée parce que je suis inquiète, même si je sais qu'à chaque fois ça se passe ainsi, c'est ma méthode, c'est comme ça, c'est une sorte d'infusion, mais il faut aussi rassurer son éditeur parce qu'il peut être stressé, et je trouve que Véronique a toujours eu confiance en moi, et pourtant c'était voilà le 2e livre, mais on se connaissait aussi depuis le livre de poche, puisque tous mes livres, tous les derniers livres là sont édités dans la collection du Poche. Je sais qu'elle me connaissait en tant qu'écrivain, et puis donc elle m'a fait totalement confiance. Je lui ai d'abord raconté mon livre. Ça vraiment très très tôt en fait, quand le sujet où 1 an avant Madame Ackley est arrivée. Elle est arrivée très vite. Elle est arrivée très vite. C'est très simple. Elle est arrivée. Madame Ackley est arrivée. Je me souviens, je défendais justement Otage. Je sors d'Europe 1. J'étais avec ma seconde éditrice, Anne-Sophie Stefanini, et je lui dis voilà, j'ai 2 projets. Et je lui parle de Satisfaction. Elle me dit mais c'est ça. Tout de suite après, j'en parle à Véronique. Il me dit mais évidemment. Et puis là, Véronique en fait a le rôle de comment dirais-je, d'escorte. Elle est là pour escorter et pour me rassurer. Et surtout, elle me fait confiance parce qu'il y a un sujet, il y a une structure, il y a les personnages, mais il n'y a rien en fait. Et au bout de 10 mois, tout d'un coup, l'écriture apparaît. Alors, au départ, elle apparaît très lentement. C'est 1 page, après 3 pages, et je m'y attache très fortement. Et pour ce livre, je pense qu'on fera à chaque fois toujours ça parce que c'était inédit, je crois, pour Véronique, et puis aussi quand même pour moi. Je lui faisais une livraison tous les samedis. Alors d'abord de 4 pages, après ça a été 10 pages, et puis le dernier mois c'était 40 pages, et c'était assez extraordinaire parce que je n'avais pas le jugement d'un éditeur qui était dans la correction d'un texte, parce que bien sûr dans un texte, un écrivain parfois ne voit pas toujours certaines lourdeurs, certaines maladresses, certaines répétitions, même si j'essaye vraiment de donner des manuscrits plutôt très aboutis, très serrés, parce que justement j'ai porté mon écriture pendant 10 mois, donc ce qui sort pour moi, l'écriture est très facile et très simple, c'est une sorte de tourbillon, mais de tourbillon qui est à la fois une hypnose, mais à la fois tout est très contrôlé. J'écris de 8h à 19h, et puis donc le samedi, je livrais ces pages, et les 3 dernières semaines sont très denses, sont très intenses. C'est une sorte de course contre la montre, et cette course contre la montre me donne une acuité, et je pense fait alors, c'est pas moi qui devrais employer ce mot, mais fait le talent du livre, c'est-à-dire que si le livre se tient, s'il n'y a pas de contradiction, si on peut y croire, si tout d'un coup cette fiction devient réelle, c'est que j'ai tellement porté cette écriture, et après l'écriture est tellement naturelle. Alors c'était bien, c'était comme un roman feuilleton. Ouais. À chaque fois je faisais cette livraison, et j'avais justement des retours de Véronique qui n'étaient pas des retours de censeur, mais qui étaient toujours des retours d'encouragement, et aussi parfois de stupéfaction, parfois de surprise, et puis elle convertissait ma poésie dans la sienne. C'était bien parce que à chaque fois elle rebondissait sur des points auxquels je n'avais pas pensé, mais pour me dire ce qu'elle pensait. Donc ça m'a donné des ailes, de la force et des ailes pour continuer. Dans cette maison, chez Lattès, avec Véronique Hardy, avec Anne-Sophie Stefanini, il y a une grande liberté, et surtout on ne se sent pas jugé. Je pense qu'un mauvais éditeur est un éditeur qui juge son écrivain et qui veut entrer dans le livre pour écrire à sa place. Il y a parfois des éditeurs qui sont ainsi. Et ces éditeurs-là sont parfois dangereux parce qu'ils vous empêchent d'écrire. Là, bien au contraire, je suis portée, Véronique m'a fait confiance, je lui fais confiance. Je crois qu'un livre, ça se ressent dans un livre. Ça se ressent certainement parce qu'il y a aussi
beaucoup de joie. Véronique est quelqu'un de très joyeux. Nous, les écrivains, on est parfois dans l'obscurité, dans l'inquiétude, dans le stress, dans l'anxiété. Ce n'est pas évident de sortir un livre, même si c'est le 18e. Il y a toujours un petit moment étrange. Même si moi, je vois toujours très loin, je continue toujours à écrire mon journal intime, je continue à écrire mon prochain sujet. Je ne suis pas... J'ai appris avec l'âge, avec la maturité, 54 ans. Je sais maintenant que l'écriture est aussi une sorte de moteur qui tourne et qu'il faut le laisser tourner tout le temps, il ne faut pas s'arrêter. C'est pour ça que mes 2 mois d'écriture sont assez rapides pour un roman, mais parce qu'il y a cette gestation. Et il y a aussi, je ne cesse plus jamais d'écrire. C'est-à-dire que ce soit mon journal, ma chronique dans Tétu, mes prochains projets, l'écriture est permanente, c'est une permanence. Donc vous êtes édité chez Jean-Claude Lattès, c'est le 4e roman après avoir fréquenté d'autres maisons d'édition. Est-ce que ça vous a intéressé aussi? Est-ce que ça vous a interrogé aussi de savoir comment votre livre résonnait avec ce qu'est cette maison d'édition, ce que sont les autres romans qui paraissent chez Lattès? Je crois que c'est avant tout une affaire de personne. Je pense que moi j'ai trouvé mon éditeur. Je retrouve ici pourquoi j'ai été infidèle à certains éditeurs, parce que voilà, j'ai rencontré Jean-Marc Roberts, j'ai commencé chez Gallimard et quand Pascal Quignard, qui était mon éditeur, est parti, j'étais malheureuse en fait, je n'avais plus d'éditeur, et Antoine Gallimard très gentiment m'a présenté Jean-Marc Roberts, qui à l'époque s'occupait du Mercure de France, et nous avons eu un véritable coup de foudre, et je l'ai suivi dans son aventure de la Bleue. Hélas, Jean-Marc nous a quittés en 2013 et je me suis sentie totalement orpheline. Alors j'ai été accueillie très gentiment par Flammarion, mais je n'arrivais pas à trouver peut-être mon identité. Et puis voilà, Lattès m'a accueillie, alors d'abord par Karina Haussine, et puis qui est partie chez Gallimard. Et tout d'un coup, je rencontre Véronique. Et chez Véronique, je retrouve ce que j'ai possédé avec Jean-Marc, c'est-à-dire l'esprit de famille, l'esprit de confiance, la liberté de parler de tout et de s'exprimer sur tout, et de parler aussi peut-être de choses plus intimes qui n'ont rien à voir avec la littérature, mais finalement qui ont à voir avec la littérature. Et ce que j'aime aussi beaucoup chez Véronique, c'est l'avenir. C'est-à-dire que l'avenir est scellé entre nous. Il y a une sécurité que j'avais perdue depuis 2013 en fait. Jean-Marc est parti tel un pharaon avec beaucoup de joyaux qui appartenaient à ses auteurs, et nous avons été tous ces grands orphelins pendant longtemps. Voilà, donc ça s'appelle Satisfaction, votre nouveau roman, Nina Bouraoui, paru aux éditions Lattès, où nous parlera dans un instant votre éditrice Véronique Cardy. Merci beaucoup, Nina Bouraoui. Merci. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie. Véronique Cardy, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes la directrice générale des éditions Jean-Claude Lattès. C'est donc vous qui éditez Nina Bouraoui pour son nouveau livre Satisfaction. Comment vous travaillez avec Nina Bouraoui, qui a eu des expériences chez différentes maisons d'édition? Là, c'est, me semble-t-il, le 3e livre que vous publiez aux éditions Lattès. Est-ce qu'il a fallu redéfinir, elle, ses attentes et son envie de collaboration? En réalité, Nina Bouraoui, c'est une auteure que moi j'admirais en tant que lectrice avant même de travailler dans l'édition, et que j'avais rencontrée d'abord en tant qu'éditrice poche, puisque quand je dirigeais le livre de poche, j'ai eu la chance, puisqu'elle est arrivée aux éditions Lattès, de reprendre en poche Beau Rivage, puis Tous les hommes désirent naturellement savoir. Et donc c'est par le petit format que s'est créée d'abord notre relation, avec bien sûr pour moi le sentiment d'une vraie chance de publier Nina Bouraoui au livre de poche. Et ensuite, quand j'ai pris la direction des éditions Lattès, eh bien, a dû se créer une relation qui est totalement différente, puisque c'est une relation originelle pour la création d'une œuvre. Donc, évidemment, le texte existe déjà. Exactement. Donc, pour ces nouveautés en grand format, l'histoire a été assez particulière et inouïe au sens littéral du terme, puisqu'en réalité, le premier ouvrage sur lequel on a travaillé ensemble avec Nina
Nina, c'est Otage, qui est paru l'an dernier, qui a été récompensé par le prix Anaïs Nin et qui a eu ce très très bel accueil. Et Otage, quand pour la première fois Nina m'en parle, elle m'en parle comme d'une pièce de théâtre qu'elle a retravaillée, puisque Otage était effectivement un texte qu'elle avait d'abord écrit pour le Paris des femmes, qui avait donc été interprété et qui avait été écrit pour être joué, et sur lequel elle avait retravaillé depuis un texte qui l'accompagnait depuis comme ça des années. Donc je suis rentrée dans la lecture de ce texte en m'attendant à lire une pièce de théâtre, et c'est là que s'est fait la déflagration, puisqu'en réalité ça ne ressemble pas à une pièce de théâtre. Ça ne ressemble pas à une pièce de théâtre, si ce n'est que c'est un long monologue, le monologue de cette femme, Sylvie Meyer, ouvrière, qui a été quittée par son mari, à qui on demande de faire des choses qui répriment un peu sa morale dans son travail, et qui va voir la violence qu'elle ressent exploser le long de ce qu'elle nous décrit dans ce monologue. Donc une vraie déflagration où je prends conscience qu'en réalité c'est un vrai roman, un texte fort, un texte important dans l'œuvre de Nina, et une vraie fiction, là où Nina Bouraoui a aussi beaucoup exploré ce qu'on peut appeler l'autofiction, même si c'est un genre réducteur, dans ses différents livres. Donc c'est autour de ce texte un peu particulier, dont la genèse était aussi particulière, que s'est nouée notre relation. Et pour satisfaction, sa nouveauté, donc qui vient de paraître aux éditions Lattès pour la rentrée littéraire, là on était sur justement une relation de création originelle. C'est un texte dont elle me parlait dès la promotion du précédent, Otage, qu'elle avait en elle cette voix de femme qui va devenir donc Madame Acli, femme française, arrivée en Algérie après l'indépendance, et dont elle va nous livrer les carnets de l'été 78 à l'été 79. Donc au fil des semaines, en fait, elle nous parlait à Anne-Sophie Stefanini aux éditions Lattès et moi de ce livre, de cette voix de femme, cette autre voix de femme. C'est un monologue, mais cette fois-ci un monologue complètement intérieur, puisque c'est par l'écrit, et puis qui est complètement fantasmé avec les délires du fantasme qui vont avec. Exactement. Donc il y avait un vrai prolongement avec Otage et cette voix de Sylvie Meyer, cette voix de femme, et avec Madame Acli. Ce qui était en plus intéressant, c'est que c'est cette voix incandescente de femme dépassée par ses désirs, qui nous livre effectivement ses pensées les plus intimes, les plus honteuses aussi parfois, qu'elle couche sur le papier. Ce personnage, cette voix de femme, cette envie de revenir aussi à l'Algérie. On est à la fin des années 70. C'est bien entendu des thématiques qui... Ça croise son autobiographie. Exactement, et surtout ce sont c'est finalement ces obsessions littéraires qu'on retrouve dans ce livre, mais sublimées. Et sur ensuite la rédaction en elle-même, ce qui est assez unique pour moi, en tout cas en tant qu'éditrice, c'est que elle m'envoyait tous les samedis des bouts de son texte. Et donc c'est ce qu'on a appelé, c'est ce que moi j'appelle mes doses de Madame Acli, créant une véritable addiction justement à retrouver, comme c'est un journal intime, c'est les différentes entrées que je découvrais semaine après semaine, avec bien entendu une impatience et puis une admiration pour la capacité de Nina à transformer tout en littérature. Là je lisais, elle a écrit pour le dernier gala spécial mode un texte sur le jean. Et elle fait de ces quelques mots sur le jean un vrai morceau de littérature, parce que c'est une des plus grandes romancières contemporaines pour moi et puis pour beaucoup d'autres. Donc ces rendez-vous réguliers avec Madame Acli, avec ses pensées. Donc j'ai vraiment découvert l'intrigue elle-même au fil de ces semaines où elle nous tenait en haleine avec Anne-Sophie. Justement, au fil de ces semaines, Véronique Hardy, puis quand elle a commencé à vous en parler,
quelles étaient ces questions, ces attentes envers vous en tant qu'éditrice, et vous, quelles étaient vos attentes aussi envers Nina Bouraoui en tant qu'écrivaine? Alors c'est vrai que quand on a la chance de publier Nina Bouraoui, moi c'est tout de suite une grande confiance. J'ai jamais eu d'inquiétude ni de demande particulière. Je veux dire, à tel moment, donne-moi un synopsis ou j'ai toujours fait confiance à partir de ce thème qu'elle avait et ce pan et d'histoire et de pays, l'Algérie, et de vie de femme qu'elle voulait dépeindre, confiance dans ce qu'elle en ferait. Donc en réalité, c'était une découverte assez addictive, avec bien sûr l'atmosphère qui était plantée dès le départ, et ensuite les rebondissements, comme on peut dire, de façon un peu technique, que j'ai découvert. Et ce qui est très luxueux en fait avec Nina, c'est qu'une fois qu'elle a rendu son texte, elle est très à l'écoute sur le travail de détail de la langue. C'est ce travail un peu d'orfèvre à la fin. Mais en réalité, une fois qu'elle nous a eu envoyé son texte complet, dont on avait lu et relu les premières pages depuis des semaines, il n'y a pas eu de changement de structure, vous voyez, dans ce qu'elle d'autant qu'on est sur un monologue, donc sur le dévoilement des pensées, et que donc on n'est pas dans une grande fresque qui couvre 30 ans d'histoire où on pourrait dire là il faut aller plus vite, etc. Ensuite ça a été vraiment du travail d'orfèvre sur telle formule, sur telle effectivement mineure coupe, mais c'est surtout, voilà, quand on a la chance de publier une romancière comme Nina Bouraoui, c'est surtout une grande confiance tout le long du processus d'écriture, et qui, je pense... Il n'y a pas eu pour vous, Véronique Hardy, une demande de la part de Nina Bouraoui de est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que ça marche quand même? Bien entendu, dès les premiers textes envoyés. Mais c'est vrai que ça correspondait tellement à ce qu'elle avait pu m'évoquer qu'il n'y avait pas de surprise chez moi. Bien entendu, pas de déception. Et donc, oui, à partir de cette atmosphère et en fait, elle a beaucoup cherché quel devait être le ton, la voix, et donc ces carnets se sont imposés au fur et à mesure, parce que elle a dû vous le raconter. Elle écrit parallèlement à toute l'écriture maintenant de ses romans, un journal elle-même, un vrai journal d'écrivain, et donc finalement cette forme du journal intime de Madame Aclis s'est imposée parallèlement à elle dans sa vie, l'écriture de ce journal. Véronique Hardy se pose aussi la question avec Nina Bouraoui. C'est la première question que je vous posais. C'est donc quatrième roman qu'elle a publié chez vous. Elle en a publié d'autres avant chez d'autres éditeurs. Comment est-ce que vous pensez l'articulation entre sa personnalité, les textes qu'elle vous propose et la place qu'elle va occuper dans la galaxie des romans publiés par Lattès, dans la couleur de la ligne éditoriale Lattès? Alors, la grande chance avec les éditions Lattès, c'est que c'est une maison généraliste qui couvre tous les pans de la littérature, du thriller grand public qui a pu faire le succès de la maison, tel un Dan Brown, à de la littérature française de qualité. Nina incarne bien sûr ce pan de notre catalogue, la littérature française la plus exigeante, la plus belle et la plus maîtrisée. Elle incarne la littérature française de qualité que porte la maison depuis Beau Rivage, son premier ouvrage aux éditions Lattès, et nous on l'accompagne dans ce chemin d'écriture qu'elle mène depuis La Voyeuse interdite, qui était publiée en 91. Donc ça fait 30 ans que Nina elle écrit, et c'est en ça que je disais que c'est surtout une chance de pouvoir l'accompagner sur ce chemin. Elle sait très bien où elle va. Ce qui pose quand même la question, Véronique Hardy, de la ligne éditoriale des éditions Lattès, que vous avez dit, voilà, du thriller grand public à Dan Brown jusqu'à la littérature française, Nina Bouraoui, Valérie Tronklong et puis bien d'autres. Comment vous définiriez cependant la ligne éditoriale des éditions Lattès? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un texte que l'on vous propose, d'un auteur confirmé ou d'un nouvel auteur, pour que vous disiez celui-ci
peut être publié par Lattès. Alors, c'est ce que je disais, c'est que c'est la chance de diriger une maison généraliste qui a connu ses plus beaux succès dans différents pans de la littérature. Sur la littérature française, on est bien sûr là on parlait de soumission de manuscrits, donc de soit primo-romanciers, soit d'auteurs qui ont envie de nous rejoindre. C'est vrai qu'on peut accueillir une littérature très exigeante, que l'an dernier, par exemple, avec Mémoire de soi de Adrien Borne, eh bien, on était dans un genre beaucoup plus dans une veine roman littéraire historique, puisqu'on était dans une magnanerie après la Première Guerre mondiale. Il faut surtout, comme toujours, mais c'est ce que tous les éditeurs doivent vous dire, trouver une voix, sentir la capacité de déploiement de cette voix, pas que sur un texte, mais sur plusieurs. Et ensuite, c'est sûr que les cadres, les personnages et les intrigues peuvent être totalement différentes. Mais c'est vrai que pour le recrutement de nouveaux auteurs, on attend de sentir qu'un texte est totalement singulier, qu'il est porté par une nécessité d'écriture, c'est-à-dire voilà, il n'y avait pas de choix que d'écrire ce livre. Et finalement, ça réduit pas mal le champ des auteurs à qui on propose de nous rejoindre à la maison, puisque j'aime bien parler dans maison d'édition, il y a maison. Et c'est vrai que nous, on publie une centaine de livres par an, mais la moitié seulement sont des romans français. Donc, c'est une petite famille qu'on essaye d'animer et de porter au mieux. Alors, Véronique Cardy, puisque c'est avec vous, avec Nina Bouraoui, que nous ouvrons la deuxième saison des podcasts Ce qui se lit, la première, elle a commencé en avril, ce qui fait qu'on n'a pas eu à parler de la rentrée littéraire. Parlons-en avec vous, puisque c'est aussi une des manières, en proposant certains titres qui vont paraître là entre août et octobre, de montrer ce qu'est Lattès, de donner aussi là une cohérence. Et on voit, dans les premiers romans qui sont sortis chez vous, beaucoup de romans écrits par des femmes, beaucoup de romans écrits qui racontent des destins chamboulés ou qui attendent de l'être. C'est le cas pour le personnage de Madame Acli chez Nina Bouraoui, mais chez d'autres aussi. Comment est-ce que vous sentez là aussi qu'un roman, donc non seulement il va paraître chez vous, mais il peut paraître pendant ce moment particulier qu'est la rentrée littéraire? La rentrée littéraire, c'est toujours un peu vertigineux, c'est-à-dire à la fois très excitant, très dur, très violent, bien sûr, pour les auteurs. Et donc, le choix de proposer des auteurs à ce moment-là, de les publier en rentrée littéraire, il faut aussi s'y préparer parce que ça peut être très violent. Voilà, comme tout livre, d'y mettre toute son âme et toute son énergie et d'avoir le sentiment, en tout cas, que il y a trop de livres et de ne pas être le plus repéré. Donc, c'est à la fois excitant et ça peut être violent. Sur notre rentrée de cette année, c'est vrai que on a, comme on les appelle, nos 3 femmes puissantes, Nina Bouraoui, Valérie Tongpong et Isabelle Sorante. Voilà, des auteurs confirmés qui ont déjà un univers très affirmé. Alors, vous le soulignez, mais c'est vraiment pas intentionnel. C'est qu'on est autour de trajectoires de femmes. Valérie Tongpong, c'est effectivement ce portrait de mère sur une ligne de crête qui va voir le monde qu'elle a construit brique après brique vaciller. Dans La femme et l'oiseau de Isabelle Sorante, ceci dit, il y a un vrai magnifique personnage masculin qui est ce malgré nous, Thomas, puisque La femme et l'oiseau, c'est une fresque qui s'inspire aussi de cette période, de ce fait historique, les malgré nous. Qui ont été engagés malgré eux dans l'armée allemande. En relais de force dans l'armée allemande. Et elle tire ensuite ce fil pour en faire une fresque qui est incarnée aussi par 2 personnages féminins de cette famille. Je crois, pour revenir donc sur la question des portraits
de femmes, des auteurs féminines, que vraiment le choix ne s'est fait pas en fonction d'une parité. Là, il se trouve qu'on a aussi Renaud Dely qu'on publie en rentrée littéraire avec son premier récit littéraire, Le Grand Saut. Donc il y a quand même des hommes présents. Il y a aussi un premier roman formidable africain qui vient de recevoir le prix Voix d'Afrique de Fan Atiki, Cave 72. Donc on a nos représentants masculins, mais c'est vrai que c'est pas du tout une question pour moi d'envisager une parité. Si une année on a que des auteurs femmes, ce sera pas plus volontariste de notre part. Il se trouve que ce sont des textes qui nous ont transportés, nous ont enchantés par des auteurs qui appartiennent à la maison, Nina, Valérie Tonkong et Isabelle Sorante. Et puis après, c'est des questions aussi de temporalité d'écriture. C'est vrai qu'un texte est prêt à tel moment. Il se trouve que là, nos 3 auteurs avaient ces textes et ces personnages qui les habitaient, qu'elles ont réussi à coucher sur le papier à ce moment-là, qui correspondait au bon moment pour bien travailler en tout cas cette rentrée littéraire. Mais pour revenir sur l'écriture de Nina Boraoui, ce qui était aussi assez unique pour moi en tant qu'éditrice, c'est qu'en fait j'étais enceinte pendant la rédaction de Nina, et que donc il y avait Madame Macly qui prenait vie sur le papier, et puis cette vie, en l'occurrence de ma petite fille qui est née en juin, qui grandissait aussi. Donc on a une histoire particulière autour de Satisfaction, qui en tout cas restera gravée pour moi, forcément, avec une saveur toute particulière. Voilà, ça s'appelle donc Satisfaction, le roman de Nina Boraoui que vous avez fait paraître aux éditions Lattès. Véronique Hardy, dont vous êtes la secrétaire générale de cette maison d'édition. Merci beaucoup à vous. Merci Arnaud. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.